Être un bon séducteur, ça permet d'être un bon négociateur. Moi j'investis à Bordeaux depuis 2016 parce que je sais que sur le marché, il y a plein de biens. On peut négocier. Et ce que je fais, c'est que je dis à agent immobilier, je vais être très agressif dans la proposition. Hello Clément, Salut Julien. je suis ravi de te retrouver dans ce podcast. Moi aussi, après tout le chemin qu'on a pu parcourir ensemble. Exactement, ça fait quelques années déjà qu'on se connaît et qu'on se côtoie. Ouais. Alors j'ai une première question pour entrer dans le vif du sujet, mais j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que c'est plus facile de trouver un appartement rentable à Bordeaux ou, comme je sais que tu es expert en séduction, trouver une fille à séduire sur Tinder? Ça dépend de la conjoncture. La conjoncture immobilière en ce moment. On va dire que c'est super favorable pour trouver un bien rentable à Bordeaux maintenant, comme c'était super favorable de discuter avec plein de filles pendant le Covid, parce que le marché était porteur. Mais sinon, non. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver sur Tinder qu'un appart rentable à Bordeaux. Ok. Mais la conjoncture, quand même, est plus favorable à faire de l'immobilier qu'à faire des rencontres, si je comprends bien. Non, c'est hyper favorable. L'immobilier à Bordeaux, de manière générale dans la France entière, avec ce qui se passe, l'augmentation des taux, les gens n'arrivent pas à vendre. Et c'est là qu'il y a des bonnes affaires à faire. À de belles négociations, le pouvoir d'achat qui revient un petit peu, le pouvoir de négociation, sur les acheteurs. Et non, vraiment, pour moi, là, aujourd'hui, Bordeaux était bloqué. Moi, j'investis à Bordeaux depuis 2016. Bordeaux était bloqué pendant plusieurs années. C'était impossible d'avoir des biens intéressants. Moi, j'investis que dans des petites surfaces, studio T1, voire T2. Et les prix étaient hallucinants, quoi. Enfin, c'était impossible d'être rentable à Bordeaux. Et là, maintenant, il y a des petites perles. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les prix baissent, il y a quand même des investisseurs frileux. C'est-à-dire qu'ils visitent un studio, c'est à genre à 70 000 €. Et ils ne donnent pas la réponse de suite. Moi, avant d'arriver, je dis, je vous l'achète. Hein. Je viens juste vérifier pour... Je fais l'offre au prix, pas de négociation, je le prends. C'est clair. Et encore aussi, moi, je négocie quand même parce qu'en fait, on peut négocier. Parce qu'en fait, les investisseurs ont peur d'acheter. Les vendeurs ont peur de ne pas vendre. Donc, du coup, quand il y a un investisseur qui dit, j'achète et je peux le payer cash, ils se disent, on peut avoir une marge d'égo qui est beaucoup plus importante. Avec le cash. Mais c'est clair que, pour finir cette introduction, le marché à Bordeaux au niveau national est très intéressant sur tout type de surface, sur tout type de stratégie. C'est pour ça que je suis ravi de t'avoir dans ce podcast parce qu'on va parler d'une stratégie quelque part qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux et qui est totalement adaptée à ta situation. Alors, ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais selon les objectifs de chacun, je pense que c'est intéressant de surtout faire des choix alignés avec ses objectifs et mettre en place derrière des stratégies, pas forcément comme on le voit tout le temps sur Internet. Clément, bienvenue. Est-ce que du coup, tu peux te présenter, Clément Rodriguez, côté Bordeaux? Merci déjà de m'inviter dans ton podcast. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi ce matin. Donc moi, c'est Clément Rodriguez. Je suis chef d'entreprise. Maintenant, je suis chef d'entreprise. Longtemps, j'ai été coach en séduction quand j'étais auto-entrepreneur pendant plusieurs années. J'ai monté ma boîte, j'ai 4 salariés, j'ai 10 freelances. On fait du coaching en séduction, on aide les hommes à transformer leur vie avec les femmes et surtout à rétablir le rapport de force pour qu'ils se sentent au même niveau que les femmes, sur les sites de rencontres et qu'ils puissent faire des rencontres quand ils le souhaitent et s'épanouir dans leur future relation. On fait un gros travail mindset sur eux pour déboîter des croyances qu'ils peuvent avoir par rapport à eux-mêmes, des traumas qu'ils ont dans leur passé vis-à-vis de leur enfance et tout, pour avoir en fait une belle future relation. Super. Et voilà, je fais ça depuis 2013. J'ai commencé en tant que tout petit artisan de la séduction dans ma chambre avec mon bureau, en créant mon blog, ma chaîne YouTube, en faisant tout seul. Jusqu'à te rencontrer dans un mastermind, investir massivement sur moi. Mes premiers 25 000 € que j'ai investis, ça m'a fait tellement peur et tellement mal. Mais depuis, ils ont été rentabilisés. Oui, là, bien sûr, mais tu sais, quand tu n'as jamais investi, bien sûr. Je pense que c'est comme le premier achat immobilier. Tu sais, quand tu n'as jamais investi, tu as super peur, tu vois. Et puis, autour de moi, personne n'avait jamais investi, tu vois. Et moi, tout ce que je voyais sur Internet, j'étais là, je pense que c'est de l'arnaque. Donc voilà, comme ceux qui disent on peut vivre de l'immobilier, quand tu n'en as jamais fait, ils ont 2-3 personnes autour d'eux qui ont des problèmes avec locataires. C'est impossible de vivre de l'immobilier. Ou la banque, elle ne prête pas, ou il y a X mille blocages. Et en réalité, ils n'ont jamais essayé. Et autre chose hyper importante, je suis papa de 2 petites filles, 6 ans et 3 ans, Romy 6 ans et Joy 3 ans, papa séparé, chef d'entreprise,
Je vais pas dire que je suis un investisseur immobilier parce que je trouve ça, pour moi, j'investis dans l'immobilier, mais c'est pas ce qui me représente. Moi, je fais ça Non, juste mais tu as pour quand même un sécuriser. certain parcours. Ouais, bien sûr, Un bien certain sûr. parc. Je suis plutôt le père de famille qui veut sécuriser son futur. Ouais. Et qui est heureux dans son activité quotidienne, dans son travail. Donc, tu ne fais pas ça pour remplacer ton salaire Non, pas du tout, à court pas du terme. tout. Tu fais ça plus à long terme. Ouais, long terme, moi je le Et fais. c'est des biens qui dégagent un petit peu de cash flow Ouais. pour pas que ça te coûte. Non, Mais le but, c'est pas forcément de doubler ton salaire ou de le remplacer à très court terme. non, en fait, Parce que moi, tu es heureux dans ton job et tu vu kiffes ton mon truc. père. En fait, moi, Ouais. tu sais, on a souvent tendance à modéliser les personnes Ouais. qu'on a vues. J'ai toujours vu mon père investir dans l'immobilier, jamais pour gagner de l'argent, toujours pour se faire plaisir, dans des biens qui lui faisaient vraiment plaisir. Il gagnait de l'argent à la revente, mais 10, 15, 20 ans plus tard. Ouais. J'ai vu ma grand-mère qui a investi dans les terrains à 20 minutes de Bordeaux dans les années 60 et qui, dès qu'elle a encore besoin aujourd'hui, elle revend un terrain 120, 130, 150 000 euros. Et récupère elle le a une cash toute petite retraite de 1 200 euros et elle récupère du cash, ça lui permet d'avoir une Bien sûr. retraite. Et avec son mari, avec mon grand-père, ils avaient fait ça en disant on achète ça, plus tard ça prend de la valeur et tu auras une retraite confortable grâce à ça. Donc moi, c'est ce que je vois. Je me dis, je vais avoir un patrimoine intéressant pour plus tard, si j'ai besoin, je revends. Ouais. C'est là où c'est très intéressant, où à partir du moment on a des objectifs différents et on a tous individuellement des objectifs qui sont pas les mêmes que le voisin. L'important, c'est d'être clair sur ses objectifs et aligné sur la stratégie qu'on va mettre en place pour aller acheter le bon bien. Moi, j'aime bien dire que c'est comme acheter une voiture. La voiture, on la veut neuve, d'occasion, sportive, toute option familiale. Voilà, on va pas arriver. Le voyage va pas être de la même saveur. La destination ne sera pas la même en fonction de la qualité du voyage et de l'objectif où on va aller. La grosse erreur, je pense, de beaucoup de foyers, personnes qui vont investir, c'est se comparer aux autres. Il a fait ça, je vais faire pareil. Non, pas du tout. Exactement. C'est pour ça que investir dans un immeuble ou une maison à diviser ou une grosse colocation ou aller chercher le maximum de cash flow avec des love rooms, ok, si l'objectif de la personne est de faire le maximum de cash flow et de vivre de cette activité-là. Mais quelqu'un qui est heureux dans son job, franchement, il investit dans sa ville, à côté chez lui. Mais quand même, ce que je ferai jamais, des programmes tout faits. De CGP, jamais. Non, mais après, c'est parce que ça reste une bonne affaire ce que tu fais. Et, bien sûr. Et tu as compris comment ça marche, tu maîtrises la fiscalité, tu maîtrises la recherche, tu maîtrises les prix du marché. Ce genre de je maîtrise les travaux, enfin, je maîtrise à mon niveau ce qui est largement suffisant. Et j'ai toujours vu mon père qui voulait pas payer cher des travaux et qui était pourtant bien fait. Et je me suis toujours dit, en fait, on peut ne pas payer cher, trouver des gens qui ont envie de travailler et qui travaillent pas en ce moment, qui ont besoin d'avoir un chantier et pas tirer sur les prix, mais accepter leur devis, mais parce qu'ils n'ont pas de travail, ils vont s'aligner un peu plus bas que les autres et bien suivre le chantier, quoi, tu vois. Ok, bon, super introduction, merci beaucoup. Je pense que ça va être passionnant. J'aimerais juste revenir quand même sur notre rencontre parce que je te l'ai jamais dit, mais c'est grâce à toi que du coup aujourd'hui je suis marié et notre deuxième enfant avec Émilie, parce que pour l'anecdote, tu le sais peut-être pas, mais lorsqu'on s'est rencontrés dans ce mastermind il y a quelques années déjà de ça, voilà, j'avais une certaine appréhension à l'activité que tu pouvais proposer sur Tinder, etc. Ou sur Adopt a Mec ou les autres réseaux. Et au final, tu m'as convaincu de tester. Alors non pas pour trouver l'âme sœur, mais plus pour développer le charisme et les activités de leadership. Et c'est sur ça que tu m'as accroché. Et franchement, j'ai fait tes activités, j'ai suivi ton programme. Et aujourd'hui, franchement, je peux que dire que ça marche. Bravo, parce que du coup, je suis marié à Émilie que j'ai rencontré. Juste, est-ce que tu te souviens le moment où ça a changé pour toi, tu t'es dit, ok, il faut que je fasse ton programme? Ouais, à partir du moment où tu m'as parlé, en fait, tant qu'on me parlait de rencontrer quelqu'un sur des sites internet et tout, ça m'accrochait pas. Mais à partir du moment où l'angle était de développer une position de leadership, chef d'entreprise, plus de charisme, là, effectivement, ça m'a percuté et de suite. À partir du moment où j'ai décidé de le faire, moi je suis quelqu'un, je fais les choses à fond. Si je me lance dans le programme, allez, j'applique la méthode. Du coup, ça a été création sur les réseaux, photos, ça a été copywriting des descriptions d'annonces, tout vraiment dans les moindres détails. Et c'est vrai que la méthode a tout totalement marché. J'avais fait, je me rappelle, une annonce comme on fait un bien immobilier. Moi, je vais inviter nos élèves à faire des fausses annonces comme le bien idéal qu'ils rêvent réellement de mettre en application, en étant très exhaustif sur les critères du bien pour comprendre les prix de l'étude de marché. Et j'ai fait exactement la même chose en disant, voilà, cherche entrepreneuse qui a telle vision de la vie. Tu vois, ce qui est vraiment... disant ce que je recherche exactement. Au final, merci parce que tu me l'as amené. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, on est mariés. C'est bien. Et en fait, avec un deuxième enfant. Plus extraordinaire, pour moi, c'est que je t'ai même pas coaché directement. Tu as fait ça avec toute mon équipe.
Et c'est en ça que l'entrepreneuriat est génial. Ouais. C'est que, et toi aussi, j'imagine que tu coaches encore peut-être les membres bien sûr. de ton programme, mais tu as aussi d'autres coachs. Bien sûr. Et c'est extraordinaire de dire que tu changes la vie des gens sans que ce soit toi directement, juste par l'idée que tu as eue. L'idée, l'énergie que tu mets dans le mouvement, la qualité quand même des programmes, des compétences et du contenu que tu mets à disposition, les experts, c'est tout, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre domaine, la séduction ou quoi, à partir du moment où on décide de se lancer dans l'aventure et qu'on a accès à l'information, quelque part, le résultat, il est garanti. Et l'investissement, il est rentabilisé 10 fois, 20 fois. Donc sur ça, il n'y a pas de photo. Donc franchement, encore merci pour... avec grand plaisir. C'est la petite anecdote dans ce podcast. C'est vraiment ma vision de... moi, j'ai une vision plus large que la séduction, aider les hommes avec les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société et la majorité des gens vivent dans une société où ils ne vivent pas leur vie, tu vois. Ouais. Je pense qu'ils vivent leur vie qu'on leur a dit de vivre. Va à l'école, fais des études, achète ta maison et un travail, prends un crédit, mets des panneaux solaires sur ta baraque. Ouais. Tu vois. Ce qui est exactement applicable aussi pour l'immobilier, où tout le monde est dans ce stéréotype du mode de société, alors qu'en réalité, il y a des méthodes pour faire sa propre éducation sur n'importe quel sujet. Surtout et devenir maître de sa vie, de son futur et de son avenir et d'aller chercher ces résultats-là. Donc ça, c'est génial. Et c'est vraiment ce que je prône dans tout, quand on fait de l'IMO. Tu vois, moi, mon équipe de salariés, je leur dis, est-ce que vous avez envie d'investir ? Quand ils me disent non, je leur dis pourquoi ? Oui, j'ai peur que le locataire ne paye pas et tout. Donc je leur lève toutes les croyances. Et je fais des recherches d'appartements avec eux. Je dis, il faut que je vienne à la banque avec vous, je viendrai à la banque avec vous. Mais vous êtes jeunes, vous avez 25 ans, 30 ans, investissez maintenant. Carrément. Investissez. Et tous mes freelances qui sont dans ma boîte, je leur dis, dès que vous avez 2 ans d'entrepreneuriat, tenez bien vos comptes, faites bien vos déclarations à l'URSSAF, allez voir votre banque, faites un premier achat entre 50 et 80 000 euros, c'est très facile à faire. Et voilà, et une fois que c'est lancé, tu vois. Ouais, absolument. Donc, pour continuer dans la direction de l'immobilier, justement, est-ce que tu peux rappeler, toi, la stratégie qu'on a un peu abordée en début de podcast, plus patrimoniale, tu es aligné avec ton job. En gros, pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier ? Pourquoi cette stratégie-là ? Alors, déjà, je me suis lancé dans l'immobilier. Mon premier achat, je l'ai fait en 2014. Pour faire comme mon père. Pour moi, acheter, c'était quelque chose de normal. J'ai eu la chance d'avoir un père qui a investi dans des biens pas communs parce qu'il a acheté des vieilles maisons de maître que personne ne voulait acheter, qui inhabitaient depuis 40 ans, tu vois. Ce que nous, on va faire aujourd'hui. Tu vois, et personne ne faisait ça, mais il a acheté ça une misère à 25 000 de Bordeaux, 60 000 euros en 95, il a payé ça sur un parc de 2 hectares. Avec des chais et tout. C'est là. Aujourd'hui, laisse tomber ce que ça vaut, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois, le gap qu'il y a eu en ces quelques années, est-ce que dans les années à venir, il n'y aura pas le même ? Bien sûr. Et donc, du coup, pour moi, c'était normal d'acheter. Donc, j'ai acheté sans trop me poser la question parce qu'on m'a dit, faut acheter, ok, j'achète. Je me souviens de mon premier achat d'appartement. J'y suis allé, je suis resté 3 minutes. Je me suis dit, c'est bon, j'achète. Un T2 à Libourne, 72 000 euros. Tu vois, où il y avait tout à rafraîchir dedans, et voilà. Et moi, j'ai jamais eu une stratégie de je veux vivre de l'immobilier. Ouais. Parce que dès le départ, tu étais aligné avec ton job ou non, pas du tout. À l'époque, tu faisais quoi ? À l'époque, j'étais salarié de l'entreprise de mon père et j'aimais pas mon taf. Okay. Tu vois, il a une boîte dans le e-commerce, il vend des livres anciens. Okay. Voilà. Mais il fallait acheter. Donc, je m'étais dit, tant que j'ai mon CDI, j'achète. Parce que quand j'aurai plus le CDI, comme je savais que j'allais partir, je pourrais pas acheter. Okay. Donc, j'ai acheté. Puis après, je me suis lancé dans le coaching en séduction. J'étais déjà lancé depuis 2013, mais je me suis mis en auto-entreprise et tout ça. Et après, je me suis toujours dit, non, mais dès que je peux acheter, j'achète. Donc, ce qui me faisait un peu peur, c'est que je disais oui aux agents immobiliers, mais je ne sais pas si comment qu'elle allait me dire oui, tu vois. Et quand tu es auto-entrepreneur, moi, mon deuxième appartement que j'ai acheté à Bordeaux en 2016, j'étais même pas parti pour acheter. C'est un pote qui me dit, tiens Clément, j'ai trouvé un studio, 19 mètres carrés à Bordeaux, 70 000 euros, viens voir avec moi. Je dis, ok, dis-moi ce que tu en penses, j'y vais. On part avec l'agent immobilier et il se trouve qu'on est dans la même salle de CrossFit. Donc du coup, dès que tu développes un lien avec les agents immo, ils te font toujours passer un prio. Ouais, bien sûr. C'est fou, hein. C'est ça, comme on dit, développer son réseau. Des fois, on pense qu'on va accéder à un réseau et avoir des biens off-market, alors qu'en réalité, créer son réseau, ça marche, ça prend un peu de temps, mais il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant. Parce que... Et j'ai plein d'anecdotes là-dessus que je raconterai après sur des apparts que j'ai eu pas cher grâce à ça. Et donc on discute et elle me dit, l'appartement d'en face aussi, il va être à vendre, mais il y a un monsieur dedans qui est malade. Je dis, moi je peux le visiter parce que je serais éventuellement intéressé. Alors j'étais pas du tout parti pour acheter. Non, t'as accompagné ton pote qui. Ouais, j'ai accompagné mon pote. On va sur le palier d'en face. Je dis, je reste
20 secondes parce qu'il y a un monsieur très malade à l'intérieur et tout. L'appartement est minable et tout. Il fait 25 mètres carrés. Je dis, c'est bon, j'achète. Je dis, il a combien 75? J'achète. Il est dans une bâtisse en pierre qui a été divisée à la gare Saint-Jean. C'était un peu à la Monopoly, quoi. Tu passes sur le bien, tu vois la rue, tu sais pas le prix du marché, tu sais pas les loyers, les travaux, la fiscalité. J'achète. Je savais, pour les travaux, comme j'avais toujours rénové mes appartements tout seul, le premier, je l'avais rénové tout seul, ça m'avait coûté 10 000 c'est euros. Du coup la vieille école, tu faisais ton père, les travaux toi-même. 10 000 euros, j'allais chez Brico Dépôt, acheter mon parquet flottant, me monter 2 étages sans ascenseur, tout m'évacuer à la déchetterie, tu vois, donc... pour moi, c'était le rénover, c'était pas cher en fait. Parce que mon frère est plombier. Tu mettais la main d'œuvre et voilà. Parce que je le faisais en fait. Je trouvais un pote qui faisait posait les cuisines de chez Brico Dépôt et puis tu bricoles et puis t'apprends en fait, tu vois. Donc pour moi, c'était pas un problème, tu vois. Je savais manier une ponceuse pour refaire un parquet, tu vois. Voilà. Et j'achète. Et du coup, sauf que là, je suis auto-entrepreneur. Ça fait que 1 an que mon activité est déclarée, donc 2015, on est en 2016. Je vais voir la banque et là commence le parcours du combattant. J'ai 12 000 euros d'épargne, ce qui n'est pas énorme à l'époque en 2016. Et puis je me prends plusieurs refus à la banque. Et puis je trouve une banque qui accepte de me suivre parce que je sympathise bien avec le banquier, il aime bien mon boulot. J'avais mes comptes qui étaient propres tout de même. Il voyait que j'étais au niveau max de l'auto-entrepreneuriat, c'était 33 000 euros. Que je gérais bien mes comptes, que l'URSSAF était payé tous les mois. Et je lui dis, bah écoutez, je vais le louer tant, vous me financez juste les frais de notaire et l'appartement, je me finance les travaux, je vais me les faire moi. Voilà, je fais pareil, 8 000 euros de travaux dedans. Et je refais tout. Hein. Donc ça a commencé, comme on disait, un peu sur la stratégie à la vieille école. Ouais. Et après, je me suis dit, il faut que j'achète un bien par an. Ouais. Voilà. Et donc, 2016, j'achète. On signe en 2017 parce qu'il y a un truc un peu long par rapport au propriétaire qui a tout divisé, création du syndic de copro, bref, ça prend. J'étais en 2017. Puis 2018, j'achète 2 autres T3 à Libourne. J'en trouve un sur Le Bon Coin. Je me suis dit un bien par an, parce que ça fait quand même un projet, suivre les travaux et tout. La recherche, le financement. Le financement, tu sais, ça prend quand même. Tu sais, je viens d'avoir un enfant, j'ai ma petite boîte à faire tourner. C'est un peu stressant quand même, tu vois. Je trouve un T3 à Libourne dans un beau bâtiment en pierre. Et je me dis, 80 000 euros. Je dis, ouais, c'est pas cher. À la louche, tu vois, je me dis, il y a 10 000 euros de travaux, je pourrais en refaire. Et puis, il y en avait un à vendre en dessous, mais qui était déjà vendu. Et j'avais appelé l'agent, je dis, si ils n'ont pas le financement, appelez-moi. 2 mois plus tard, il m'appelle. Et il me dit, ils n'ont pas eu le financement, est-ce que vous voulez? Oui, j'achète. Juste le visiter, mais oui, j'achète. Donc, et ce que je fais, c'est que je vais à la banque, parce que je ne sais pas si la banque va me suivre. Je fais croire que j'ai signé un compromis. Je dis, je vais à la Société Générale, je me souviens. Je dis, j'ai signé un compromis, je voudrais l'accord du Crédit Logement, parce que Société Générale, c'est de l'accord de l'organisme de garantie, tu vois. Parce que je sais que si j'ai leur accord, la banque va me suivre. Et donc, dans l'après-midi, j'ai l'accord. Donc je dis, j'achète. C'est bon, j'achète. Je signe le compromis, tu vois. Donc là, tu en es à ton 4e. Donc là, j'en suis à mon 1, 2, 3, 4e. Ouais, 4e. J'en suis à mon... Et tu as continué comme ça, un par an, justement pour développer... Là, en 2018, j'en fais 2 en fait. T'en fais 2, ouais. Voilà. Mais du coup, 2017, c'était... on va dire c'était... Ouais, voilà, j'en suis à mon 4e. Voilà, 2014-2018, un par an. Ouais, c'est ça. Et 2019, j'achète ma RP. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai 4 appartements. Ouais. Je me dis, je suis bien. Je sais pas, je donne les chiffres maintenant des apparts. Tu peux donner les chiffres. Ouais, voilà. Des apparts que j'ai payé 80 ou 85 000 euros pièce, les T3 à Libourne. Ouais. 10 000 euros de travaux, 8 000 euros de frais de notaire, ils me reviennent à peu près à 105-110 000. Ouais. J'ai un crédit sur 25 ans, 430 euros de crédit, je les loue 730 euros. Okay. Voilà. J'ai 600 euros de taxes foncières sur chaque appartement. Donc tu as un cash flow positif. Ouais, je suis tu gères en direct. Ce que 120 euros par mois. 120 euros par mois par appartement. 100 euros par appartement. Ouais, entre 100 et 150 euros par appartement. Et là, du coup, tu les gères tous en direct. Je gère tous en direct. Parce qu'il n'y a pas de roulement de locataires. Ils sont là depuis 3-4 ans, les locataires. Ça a été un peu difficile au début. Okay. Et là, ils sont là. Ils sont en place. Ouais, ils sont en place. Pas trop de travail. Non. Et puis, c'est à côté chez toi. Ouais, tu gardes contrôle sur qui habite chez toi. Ce que j'ai aimé, quand j'ai acheté ces 2 apparts, c'est qu'en fait, j'avais trouvé les artisans pour le premier. Ouais. Du coup, ils ont fait celui d'en dessous. Et comme ils sont l'un sur l'autre, c'était les mêmes surfaces. Ouais. J'ai mis les mêmes parquets flottants. J'ai fait faire les mêmes peintures, les mêmes cuisines. Et du coup, quand tu fais ça, et je comprends ceux qui font les immeubles,
C'est quand tu prends un artisan qui fait 3 apparts, en fait, ça va beaucoup plus vite. Oui, tu as des économies d'échelle très importantes aussi, parce que du coup, tu vas négocier 3 cuisines, 3 salles de bain, 200 mètres de parquet, 300 mètres de peinture. C'est pas les mêmes choses que quand on l'achète que pour un appartement, c'est clair. Mais tu vois, comme je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour sécuriser mon avenir. Je me dis, j'ai toujours pas une maison, un toit sur ma tête pour ma fille et ma compagnie, tu vois. Et j'étais là, ça me faisait quand même stresser, tu vois, parce que je faisais des petits achats en dessous de 100 000 euros en fait, parce que c'était que en dessous de 100 000 euros. En 2019, qu'est-ce qui se passe? J'ai un de mes locataires qui part de mon premier appartement en 2014. Il donnait plus de nouvelles. Il payait son loyer de façon assez aléatoire. Il était à peu près avec du retard, avec du retard, mais et puis il donnait pas de nouvelles. Il répondait pas au téléphone. Qu'est-ce que je fais moi? Je savais où il travaillait parce qu'il m'avait dit un jour où il travaillait. Je vais au son travail. Je vais à son travail un matin à 8h. Il travaille dans un restaurant. Il me dit non mais il est pas là. Il travaille plus ici maintenant. Je dis putain. Ça sent mauvais là. Ouais. Et en fait moi j'avais toujours vu mon père faire ça quand il avait 10 apparts. Et quand les locataires payaient pas, il me dit mon fils, tu vas à 6h du matin, tu tapes bien fort sur la porte, tu mets le pied entre la porte et après ils s'en vont. Donc ça c'est une autre image de la vieille école, les travaux et voilà. Voilà. Et moi j'ai toujours eu, moi l'aide de recommander, s'il vous plaît payez-moi le loyer. Non, mais t'as pas compris en fait. Et quand je loue mes appartements, et encore aujourd'hui je le fais, je dis je suis un propriétaire hyper exigeant, vous avez le moins de problèmes, vous m'appelez dans les 48 heures, le problème est réglé. Vous avez une machine à laver neuve, j'ai refait les joints de la salle de bain, il y a un problème. Par contre, le loyer il est payé en temps et en heure, si vous avez un problème, ça peut arriver, et il n'y a aucun problème, mais vous m'appelez, surtout ne faites pas les morts, parce que sinon je suis là à 6h du matin. Et quand c'est dit en direct et tout, pas depuis ces quelques années où tu investis depuis j'ai pas de problème. 2014. Et du coup, ils peuvent avoir des retards. Ça me dérange pas. Je peux comprendre un aléa, ça arrive de la ville, la voiture qui casse et tout. Mais t'as jamais eu de gros impayés qui durent longtemps? Non. Ils ont toujours fait en sorte, du moins, de faire des crédits à la banque pour me rembourser. Okay. T'as eu quelques galères quand même? J'ai eu quelques galères, ça arrive, tu vois. Mais quand tu vois que tu fais 150, 200 euros de cash flow par mois, que tu le mets sur un compte à côté, ça te permet d'éponger, tu vois. Donc, oui, d'assumer une part de risque. Voilà, et puis... T'es allé taper à la porte un peu quand même ou pas? Ouais, bien sûr. Non, mais un truc que j'ai fait, c'est que moi, je suis rentré quand il était pas là dans l'appartement pour voir l'état de mon premier appartement. Il donnait plus de nouvelles. Je rentre dedans, mon Dieu, ce que j'ai trouvé. Moi, c'était mon premier appartement, donc. T'as rénové de tes mains, de mes mains, ton de énergie. mon propre argent personnel, tu vois, pas de la banque. Et que je vois qu'il m'a saccagé ça. Il m'avait envoyé sa lettre comme quoi il allait partir en juillet. Et donc, comme c'était un recommandé, j'avais son adresse. Sauf qu'il habitait dans un vieux village avec son mec, mon locataire. Et je trouve pas l'adresse sur Maps, il me le montre pas. Je vais au centre du village, je vois, tu sais, genre un peu à la bataille navale, C8, tu sais, t'as les lieux-dits et tout. Je trouve le lieu-dit, il se trouve qu'il n'y a qu'une maison au fond d'un chemin, dans les bois. J'y vais. Quand j'arrive, les chiens qui aboient. J'arrive et il y a un mec dans son jardin, il dit vous êtes qui? Je dis je cherche telle personne, monsieur machin François. Et pourquoi? Je dis je suis son propriétaire, il me paye pas le loyer, il doit partir. Donc là il y a un problème là. Donc je reste ici tant que j'ai pas de ses nouvelles. Et là il commence à trembler le mec, tu vois, il voit que je rigolais pas. Et non mais voici son numéro et tout, son numéro, il travaille là-bas et tout, il vous appelle dès qu'il rentre, voilà. Je dis qu'il m'appelle sinon je reviens chez vous habiter. Et donc du coup il a payé tous ses loyers, il m'a rendu l'appart minable. Là j'étais un peu découragé. J'étais en train d'acheter un appartement, une résidence principale. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai tout démonté dans l'appartement. J'ai vraiment enlevé tous les placos, tout. J'en ai fait un plateau et je l'ai revendu en plateau. Voilà. C'est pour ça qu'on s'en sort toujours, mine de rien, même s'il y a des galères. À partir du moment où on est un peu actif et qu'on. Je vais donner les chiffres de cet appart. Il m'a coûté 90 000 euros frais de notaire, travaux, prix du bien. Je l'ai revendu 93 000 euros en 2019. Et entre-temps, tu as gagné un peu du capital. Voilà. Non, mais j'ai surtout récupéré du capital. J'ai récupéré à la revente 30 et quelques mille euros. Et je me dis, ça m'a créé un peu de soucis. Mais quand tu as 30 000 euros que le notaire te vire, en plus, comme il y avait plus de 5 ans, il y a un abattement sur la plus-value et tout, machin et tout. J'ai rien payé sur la plus-value. J'étais là, je récupère 30 000 euros, quoi. Enfin, je veux dire, en 5 ans. C'est clair. Et donc, pour recadrer un peu pour les auditeurs, là, c'est les inconvénients de ta stratégie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, l'avantage d'investir dans une grande ville proche de chez soi, on arrive à faire des biens qui font un petit cash flow. Le but, c'est pas de remplacer le salaire, c'est parfaitement aligné. Du coup, tu décides de les gérer en direct.
Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il n'y a je pas vais de te situation dire un truc, parfaite, il n'y a Julien, pas en fait, une stratégie. je veux dire, si tu veux faire l'immobilier sans inconvénient, fais pas d'immobilier. Exactement. Dans ta vie, quand tu es salarié, tu as des inconvénients. Et même dans l'autre stratégie, si on veut aller chercher du cash flow, il va falloir aller dans des villes qui coûtent moins cher que les grandes villes. Te déplacer à 2 heures de chez toi pour les travaux. On mettra des gestionnaires. Effectivement, on n'aura pas la partie opérationnelle que tu viens d'expliquer. Ça générera peut-être un peu plus de cash flow. Mais c'est quand même pas parfait. Il y aura toujours des emmerdes, il y aura toujours des aléas, il y aura toujours des choses à régler. Néanmoins, au-delà de tout ça, peu importe la stratégie que tu choisis, au final, tu as combien d'appart? Ça génère combien de crédits au total? Pour quelle valorisation vénale si tu veux tout revendre? Alors, parce que cette stratégie, je l'ai dupliquée, donc j'ai acheté mon appart. Je fais un super coup à Lormont, dans du neuf, avec des prêts à taux zéro. J'ai acheté cet appart 240 000 €, un 95 mètres carrés à 5 minutes de Bordeaux. Voilà. Ça, c'était en 2019. 2020, j'ai acheté un studio à Cola Bordeaux, à Senon, dans une ancienne résidence pour personnes âgées. Pareil, en 1 minute. Voilà. Et là, j'ai acheté ma RP. Je ne sais pas combien j'ai de crédit. Je dois avoir pas loin de... j'ai ma RP maintenant, mais hors ma RP, je dois avoir 500 000 € de crédit, à peu près. Et je dois avoir 800 000 € de valorisation. Voilà. Donc c'est quand même très bien rémunéré pour le temps que ça passe, le pic de stress ou les aléas que ça génère. J'ai cumulé tous mes apparts en cash flow net, je dois avoir 1200, 1300 €. 1200 €. Qui font un complément qui peuvent t'aider pour payer. Mais ils payent les assurances de mes motos, je ne le vois même pas. Tu vas pas en vivre, mais mine de rien, c'est du capital qui se rembourse. Moi, ce que je vois, c'est qu'une fois que l'appartement est bien rénové, que tu n'auras pas de problème, que le locataire reste longtemps, je veux dire, c'est con de pas investir. Tu vois, mais c'est clair. Et ça se paye tout seul. Et où je l'ai vu, je m'en suis rendu compte. Si tu ne t'en rends pas compte au jour le jour, tu t'en rends compte à la revente. Quand tu as remboursé du capital et qu'on te redonne de l'argent pour un truc où tu as fait un peu d'effort pendant quelques jours, quelques années, tu vois, mais c'est sur des temps précis, tu vois. La partie la plus jouissive de l'immobilier pour moi, c'est la revente. Et il y a des personnes qui pensent qu'on va encore investir et garder le truc pendant 25 ans. C'est comme le coût total du crédit. On nous parle des intérêts, mais les intérêts, on s'en fout. On ne va pas le garder 25 ans, le bien. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un impôt qui arrive. Au bout d'un moment, il faut refaire des travaux. Donc, évidemment, on revend. On va le garder une dizaine d'années. Donc, le coût total du crédit sur 25 ans, on s'en fout. Et quand je vois ça, je me dis... c'est ça que c'est merveilleux. C'est pour ça que je dis à tout le monde autour de moi, investissez en fait. Investissez, parce que vous vous rendez pas compte, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Moi aussi, on fait un par an, pareil, depuis une dizaine d'années. Alors, sur d'autres stratégies, parce que le but à la base était de remplacer le salaire. Donc, effectivement, il faut aller dans des villes plus rentables. Et moi, j'aime mon travail. Exactement. Et donc, c'est pour ça que le but, c'est d'aligner la stratégie en fonction de votre situation. Et derrière, d'être... cohérent avec le type de bien qu'on va aller chercher. Donc c'est tout à ton honneur de ne pas avoir fait comme tout le monde et d'être aligné avec tes valeurs et avec ton... moi j'ai acheté des biens liquides, c'est-à-dire des biens en dessous de 100 000 € dans des bâtiments facilement dans des grandes villes. Dans les grandes villes. Enfin, je veux dire, mes appartements, à un moment j'en avais marre à Libourne et tout, j'étais là, bon, est-ce que je les revendrais? Donc 3 ans après, j'ai eu une propos à 300 000 €, alors qu'ils me reviennent à 220. Tu vois, 3 ans après. Moi j'aurais payé de la plus-value et puis j'ai un pote qui m'a dit, est-ce que tu as besoin de l'argent? J'ai dit non, je n'ai pas besoin de l'argent. J'étais là, bon, je les garde. Ils sont faits, c'est plus à refaire. Mais j'aurais pu, tu vois, prendre 80 000 € avant la plus-value en 3 ans, tu vois. Plus le capital que j'avais remboursé. Carrément. Tu vois. Donc une source d'enrichissement certaine. Une sécurité pour l'avenir. Le nerf de la guerre, c'est d'acheter au-dessous du prix du marché, comme tu l'as dit. Donc connaître tes prix, savoir. C'est à l'achat que tu gagnes de l'argent. Exactement. C'est à l'achat. Quand tu négocies. Non, c'est sûr. C'est pas après les 150 € de cash flow. C'est le plus. Et du coup, c'est quoi la suite? Où est-ce qu'on va d'un point de vue professionnel pour tes activités, d'un point de vue investisseur sur cette stratégie-là? Tu continues? Est-ce que tu mixes les deux? Déjà à très 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 court terme, c'est-à-dire à 3 semaines, un mois, c'est finir la réno de ma RP que j'ai acheté dans une commune limitrophe à Bordeaux, qui me prend beaucoup de bandes passantes. Donc je serai dedans, j'aurai pas fait les extérieurs, il y aura des choses à finir à l'intérieur, mais ça sera terminé. 3 mois de travaux, on a tout refait du sol au plafond. Là, vous avez refait vous-même les travaux? Non, je prends des artisans. Non. Tu sais, quand tu es chef d'entreprise, tu délègues. Tu délègues. tu gagnes de l'argent, c'est pour déléguer, c'est pas pour faire toi-même, à part si tu adores les travaux, mais tu délègues. Mauvaise idée de faire les travaux, ça on l'a compris, c'est la façon d'investir à l'ancienne. Le temps que tu vas y passer, la qualité du rendu, tu es beaucoup plus rentable à aller faire autre chose. Le cash qui rentre le plus rapidement possible. Voilà, il faut faire à part, tu vois, moi, mon frère qui est investisseur aussi, parce que mes 2 grands frères sont investisseurs,
également. Mon frère est plombier, il est dans le bâtiment, du coup il se fait ses travaux, il ne peut pas faire, mais parce qu'il est du métier, ils adorent ça. Quand tu adores ça, fais-le, mais si tu n'aimes pas ça... Oui, et puis même quand c'est ton métier, ça doit être compliqué de le faire à un autre. Si c'est pas fait comme il aurait fait lui-même, ça va mal finir. Mais par contre, ces projets prennent beaucoup plus de temps que les miens. Voilà. Sur des projets pour rénover, il met 2 ans. Ah oui, tu vois, parce qu'il fait passer les autres en priorité. Et voilà, exactement. Donc non, à très court terme, finir ma RP, stabiliser ma boîte, être déjà stable, mais vraiment la stabiliser parce que pour moi, c'est un vrai vaisseau spatial pour investir dans l'immobilier. Et je m'en suis rendu compte à l'achat de ma RP. Pour donner quelques chiffres, projet à 475 000 euros. Global, 430 000 euros d'emprunt. Je pensais jamais que la banque allait me dire oui avec tous les crédits que j'avais déjà. Et comme je fais des bons résultats, que je gère très bien ma société, qu'il n'y a pas de trucs, enfin voilà, c'est bien géré. Parce que j'ai mis ma mère à la comptabilité pour son dernier job avant la retraite et qui fait ça depuis toute sa vie, donc c'est vraiment ultra bien géré. La banque, quand j'ai fait qu'une banque pour ma... Elle a dit oui de suite. Elle a dit oui de suite. Tapis rouge. Ouais, tapis rouge et surtout la SACEF a dit oui, donc je suis même pas en hypothèque, tu vois. Et donc SACEF, c'est la société de cautionnement. Il y a ou des cautionnements ou des hypothèques. Logiquement, quand on a un certain volume de crédit, c'est plus des hypothèques. Ouais, bien sûr. Bon, là, tant mieux si ça coûte plus cher l'hypothèque, c'est plus contraignant. Du coup, typiquement, mon premier appartement que j'ai acheté en auto-entrepreneur à Bordeaux, à la gare Saint-Jean, c'est une hypothèque. Parce que j'avais qu'un an d'auto-entreprise. Donc ils veulent plus de garanties, ils prennent l'hypothèque. Exactement. La société de caution est plus regardante sur les conditions justement pour accepter de mettre la société de caution. C'est une assurance, donc va être plus regardante sur les conditions à assurer les emprunteurs. Et en fait, moi je croisais les doigts, je pensais jamais qu'ils allaient me dire oui. Enfin, j'étais là, comment je vais faire et tout. Et en fait, la banque a dit oui. Du coup, je me suis dit, waouh. Et donc là, la suite, c'est là, je suis en train d'acheter 2 studios à Bordeaux. Parce que la conjoncture actuelle met des prix sur le marché qui étaient inaccessibles depuis 2015, 2014, voire 2013. C'est pour ça que là, on peut faire des bonnes affaires dans les grandes villes, dans les villes moyennes, partout. Il faut vraiment Pourquoi on peut faire des bonnes affaires? Parce que les propriétaires ont peur de ne pas vendre. Ils se disent waouh, il y a un investisseur qui peut venir, bah, du coup je vais vendre. Il fait une négo, j'accepte ou pas, bon ok j'accepte, ou on trouve un terrain d'entente. Il y a aussi des lois qui nous sont très favorables parce que les DPE obligent à faire des travaux, les biens ne pourront plus être mis en location. Donc là, notre cher gouvernement, je pense, réfléchit très fortement comment améliorer la tension locative et du coup se dit pour proposer plus de biens en location, on va les obliger à vendre. Donc c'est très intéressant pour acheter. C'est super intéressant. Donc à très court terme, finir ma RP. D'ici février 2024, je serai propriétaire des 2 studios. Donc là, j'ai créé une holding, puis une SCI avec un régime mère-fille pour refaire monter des dividendes, redescendre. Éviter un peu l'imposition. Éviter l'imposition. Investir les profits de la boîte. Je me suis formé un peu à tout ça, je me fais accompagner. Voilà. Et parce qu'en fait, je suis arrivé à un rythme de vie où j'ai l'argent que je veux. J'ai pas des rêves de ouf. Enfin, je veux dire... Moi, mon rêve, c'est d'avoir ma maison, ma piscine, mes enfants, quelques biens immobiliers, du temps. Kiffer la vie. Pouvoir m'acheter des bonnes côtes de bœuf et pas regarder le prix parce que la côte de bœuf, c'est ce qui est important pour moi, tu vois. Exactement, être aligné avec ses valeurs. Exactement, tu étais avec nous en Dordogne. Ah, mais t'en souviens, toute la viande qu'on a mangée pendant ce mastermind, tu vois. Donc pour moi, c'est important, tu vois. Bien manger, amener mes filles en vacances, pouvoir me payer les vacances que je veux, mais j'ai pas des goûts de luxe, tu vois. La Rolex, je m'en tape, tu vois. Je m'en fous, tu vois. Totalement. Et c'est pour ça que j'investis dans l'IMO, parce que c'est tangible, tu peux le toucher, ça prend de la valeur. Et donc, du coup, que j'investis les dividendes de ma société dans l'IMO. Donc là, 2 studios, mais que j'ai eu par hasard. Tu vois, le premier studio que j'achète à Bordeaux, c'est celui qui m'a vendu la maison, l'argent IMO. Je dis, vous avez pas un studio, petit prix et tout? Si, j'en ai un. Ok, je viens le voir, j'achète. Je baisse le prix, il est à 78 000. Je dis, ben moi, c'est 70 ou rien. Ah, ils sont pas trop d'accord, bah c'est rien. Bon d'accord, ils sont d'accord. Là, on en revient au pouvoir de négociation, à la posture, parce qu'en fait, comme je suis complètement détaché. Et c'est un peu ce qui marche aussi, on va dire, avec les relations humaines ou les relations hommes-femmes. C'est quand on court après quelqu'un, bien souvent, ça marche pas. C'est comme si on court après un vendeur. Ici, là, le pouvoir, s'il sent que tu veux vraiment acheter, c'est fini. Voilà. Tout l'art de faire les choses différemment. Et en plus, le truc que j'avais, tu vois, c'est comme je venais d'acheter la maison, qu'on avait l'accord de crédit sur un projet à 470,
l'agent IMO avait confiance en moi, dans ma capacité à investir, et a pu convaincre aussi les vendeurs, dire écoutez, on vient de faire ce bien là avec lui, voilà, vous n'avez pas eu d'autres, vendez-le. Parce qu'il avait déjà eu des visites, mais moi ce qui me surprend, c'est que les gens réfléchissent. Un studio à Bordeaux, 70 000 €, mais tu ne réfléchis pas. Tu y vas. Non, on se pose des questions. Tu perdras jamais d'argent, jamais. Donc, tu as dit deux choses très intéressantes. Donc, tu fais du business en famille, un petit peu comme nous, avec ta maman et ta sœur. Donc, ça, c'est génial aussi de pouvoir créer son activité, être aligné dans la thématique et pouvoir profiter au quotidien avec ses proches. Franchement, l'anecdote que j'ai là-dessus, c'est que tu sais, quand j'ai investi dans mon premier mastermind en octobre 2020, j'ai mis 25 000 €. J'avais la mère de mes filles, on est toujours ensemble à l'époque, qui était chez ma mère avec mes filles. Et je dis à mon ex-compagne, je dis bon, bah voilà, je viens de payer 25 000 € cash pour me faire accompagner pour développer mon business. Parce que j'avais un plafond de verre, tu vois, j'arrivais pas à passer un cap et tout. Elle me dit, ah, c'est sûr que tu t'es pas fait avoir et tout ça. Et elle dit à ma mère. Et ma mère qui dit dans le fond, c'est normal qu'il paye, il a pas fait beaucoup d'études. Elle dit ça, tu vois. Aujourd'hui, elle a pas dit ça. Moi, je sais qu'elle a dit ça, tu vois. Et du coup, après, je dis, bon, maman, je te propose un CDI, tu veux bosser pour moi avant de faire ta retraite, parce que, tu vois. Et je dis, tu vois, bah, ça va. Tu sais, c'est un peu l'ancien, c'est comme ma mère dit. Crée-toi une assurance vie, c'est important. Je dis, tu penses comme une salariée. J'ai rien contre les salariés. Je dis, je suis chef d'entreprise, je pense différemment. C'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier d'ailleurs. C'est clair. Après, c'est deux activités qui sont très complémentaires et qui sont investir dans l'immobilier, c'est gérer des projets, c'est comme un entrepreneur, gérer sa boîte. Exactement. Donc, j'ai recruté ma mère parce qu'elle a fait de la compta toute sa vie. Moi, j'étais très content de pouvoir lui offrir une pré-retraite hyper douce. Elle bossait de chez elle, quand elle voulait, pas de patron au-dessus d'elle, elle faisait tout, elle m'a fait ma compta nickel. Tu vois, à moindre coût, c'est gagnant-gagnant. Mais c'est super. Et je lui dis combien tu veux gagner, ça, tant, machin, ce que tu veux, juste que ce soit fait nickel. Et tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont tout faire en ligne, la compta et tout, machin. Moi, ça me coûtait tout compris 2 000 € par mois, mais pour une sérénité d'esprit. Bien sûr. Elle me gérait mes LMNP aussi, elle me gérait tout. C'était les impôts, les déclarations, la CFE, machin. Tout. Et du coup, tu as une. Et quand des potes qui me disaient, des potes entrepreneurs, j'ai plein d'entrepreneurs, faut que je fasse ma compta ce week-end. Ta compta ce week-end, mais investis dans quelqu'un qui va te le faire. Mais le plus dur, tu vois, c'est. On a tendance à faire confiance à nos cabinets comptables. Surtout à pas. nos avocats. Surtout pas. Après, ça, c'est vrai sur de nombreux sujets. Les notaires, les agents immobiliers. Et sur les notaires, surtout, en fait. Et surtout, il faut ne pas faire confiance au spécialiste. Il faut driver le spécialiste et comprendre, poser les bonnes questions de l'artisan à l'expert comptable et pour tout corps de métier. Évité plein d'erreurs sur plein de choses. Mais tu vois, là, dernièrement, j'avais mal fait ma déclaration de revenus en 2021. Donc du coup là c'est mon cabinet comptable qui s'en est occupé en 2022 et en fait je savais pas, mais comme j'ai pris des dividendes, il me reverse 5 000 € d'impôts. Et comme ma mère ne connaissait pas toutes les règles, j'ai payé des impôts, pas beaucoup en 2022, mais en 2023 je me fais rembourser les impôts, j'étais là. Donc en fait il y a plein de règles, donc c'est bien aussi de se faire accompagner par un cabinet comptable. Bien sûr, à un moment donné, voilà. L'autre chose très intéressante que tu as dit aussi, c'est le financement. Le financement en tant qu'entrepreneur, où du coup tu as le tapis rouge. Et c'est quelque chose aussi qu'on a peut-être du mal à visualiser quand on est encore salarié. Je pense surtout à l'audience qui regarde ces vidéos. Mais voilà, à partir du moment où vous aurez quelques investissements qui vont faire soit un patrimoine, soit remplacer votre salaire, plus ou moins on retrouve du temps de libre. Donc ça a une certaine vertu, c'est-à-dire que moi par exemple, je vais m'occuper des enfants, je vais faire mon sport comme toi au CrossFit ou aller en montagne, mais après il reste quand même du temps la journée. Donc autant créer une autre activité complémentaire qui va être dans une zone de génie où vous êtes à l'aise, où vous pouvez apporter de la valeur au monde et être rémunéré pour cette activité-là. Et ça va créer un cercle vertueux qui pourra ensuite relever des fonds et continuer une boucle vertueuse. C'est incroyable quand on a une entreprise qui tourne correctement, qui est bien gérée. Comment la banque, moi ça m'a surpris en fait, tu vois, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. T'as le tapis rouge. Et moi j'avais toujours vu mon père entreprendre. Il me disait la banque me donne une enveloppe de 200 000 € pour faire ce que je veux. Tu sais, je comprenais pas trop, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais là, ça veut dire quoi et tout ça. Et maintenant en fait je comprends en fait, tu vois, que quand tu as de la bouteille dans ta boîte qui est de plus en plus vieille, qu'elle est bien gérée et tout ça, enfin si vous avez l'âme d'un entrepreneur, créez une activité. Parce que dans 2, 3, 4 ans, quand ça sera développé, même si ce n'est pas facile au début, vous pourrez investir. Et c'est pour ça que tout le monde, en fait, en tant que salarié, c'est plus compliqué à comprendre parce que rapidement, on arrive à un plafond de verre.
même si on peut passer au-delà des dérogations, utiliser d'autres banques que les banques de détail, mais un jour ou l'autre, les revenus sont capés et on a un plafond de verre. Donc il faut arbitrer, revendre, il y a d'autres solutions. Mais la beauté d'être à son compte ou d'avoir une activité complémentaire, c'est qu'il n'y a pas ce plafond de verre. Ouais. Donc on peut continuer à développer son parc et ça c'est génial. Ouais. On arrive vers la fin du podcast. J'ai encore 5 questions pour toi. Je t'écoute. On va le faire un petit peu en mode ping-pong. Ok. Attention, je suis bavard. Vas-y. C'est pour ça que j'ai pas dit rapide parce que je te connais. J'ai dit ping-pong. Est-ce que tu as des erreurs à partager pour notre audience que tu as fait d'un point de vue immobilier? Ouais, j'ai des erreurs à partager. C'est accepter des devis trop vite parce qu'on veut vite rénover un bien. Ouais. Ça, c'est une erreur. Grosse erreur. Toujours 3 devis, les comparer. Ouais, les comparer. Et ça, c'est une grosse erreur parce que j'ai perdu de l'argent. J'en ai gagné ailleurs, mais j'en ai perdu. Ouais. Et des fois, on est pressé. On veut vite le mettre en lock et tout ça. Et donc ça, c'est ne pas aller trop vite. Et s'y connaître un minimum en travaux, si on peut, pour pas se faire avoir sur ce qu'on nous propose en fait. Donc s'y connaître, c'est-à-dire se former, se faire accompagner, comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça coûte le parquet, la cuisine, le parquet, la pose moyen, machin. Des saignées, des goulottes, ce genre de trucs. Exactement. Voilà. Seconde question. Une petite anecdote de ton parcours d'investisseur qui t'a marqué. Une anecdote, c'est pas une anecdote joyeuse, on va dire, mais ne jamais vraiment trop faire confiance au banquier. Un banquier qui m'avait déjà prêté de l'argent pour un bien, je devais acheter la maison de ma grand-mère, c'était 200 000 € en 2017. Il m'avait dit oui, c'est bon, on vous finance. Donc ma grand-mère me donne les clés, j'entame les travaux, j'ai pas encore le prêt, c'est aussi de ma responsabilité. Et on fait le dossier de financement et tout ça. Et en fait, ils ne peuvent pas nous financer parce qu'il y a eu trop d'ardoises. À un moment en 2017, trop d'ardoises à la caisse d'épargne. Ils gèlent les conditions d'accès. C'est trop compliqué. Il faut mettre beaucoup plus d'apports. Un apport qu'on n'a pas parce qu'on vient de faire les travaux. Du coup, je me suis retrouvé à avoir mis 35-40 000 € de travaux dans une maison qui n'est pas à moi et qu'on doit revendre. Donc, c'est pas de la faute du banquier, mais c'est se renseigner. Moi, j'ai fait trop confiance trop vite. C'est un peu comme la première erreur, c'est-à-dire accepter un devis, ne pas aller trop vite, comme pour beaucoup de choses dans la vie. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas prendre des décisions souvent rapidement, il ne faut pas prendre des décisions émotionnellement. Exactement. Prendre le temps d'avoir l'accès à l'information, plusieurs sources, valider le truc, et c'est aussi lié avec le banquier. Exactement. J'ai pu récupérer sur 35-40 000 €, 15 000 € par ma grand-mère. Quand on a revendu la maison en fait, elle m'a dit tiens, je te rends 15 000. Par contre, j'ai appris énormément de choses dans les travaux. C'est une maison des années 60, refaire toutes les lecs, tout. Donc là, ça m'a vraiment formé. Je me suis dit, c'est une leçon d'entrepreneuriat. J'ai perdu de l'argent, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? C'est clair. Après, c'est sûr que moi, je trouve, tu vois, les travaux, c'est passionnant. Franchement, avant, j'étais dans l'aéronautique et, construire un avion, comprendre comment ça marche, les plans de vol, l'organisation sur la maintenance, c'est intéressant. Mais c'est tellement loin de notre quotidien. Qu'en réalité, la maison dans laquelle on vit, comprendre l'isolation, l'électricité, la cuisine, c'est tellement plus parlant que je trouve ça passionnant par rapport à mon ancien job. Mais je trouve ça passionnant aussi, mais comme je préfère ma boîte à faire les travaux. Je dis ça, mais je fais pas les travaux moi-même. Mais tu sais, moi je suis sur mon chantier dans ma résidence principale actuellement, j'y suis 2 fois par jour, matin et soir, pour voir comment les artisans avançaient. Et parce que même si tu prends des artisans avec des devis, ils font même des conneries. Bien sûr, tu leur donnes des plans, il faut aller vérifier la cloison, c'est au bon endroit. C'est le nombre de prises que tu as dit sur les plans. Non, mais c'est parce qu'en fait, ils vont pas t'appeler pour dire j'ai une question, monsieur Rodriguez, je suis pas sûr du truc. Moi, je leur dis appelez-moi, moindre doute. Non, eux ils font, et si tu passes pas, après c'est des problèmes. C'est des problèmes parce qu'il faut démonter, on perd du temps, c'est du coup. Donc c'est des discussions qu'on préfère éviter. Donc autant que possible, aller sur place. Mais tu sais, quand tu es chef d'entreprise et même investisseur, on mesure ton niveau à la capacité d'avoir des discussions inconfortables. Donc des fois, il faut avoir des discussions inconfortables avec ton équipe ou avec tes artisans. Bien sûr. Et c'est pas facile parce que dire les choses inconfortables, que ce soit à son compagnon, à ses amis, à des artisans, à ses salariés, c'est jamais une partie de plaisir. Dire là, il faut le refaire, parce que c'est mal fait et je paierai rien de plus. Il faut. Et c'est pour ça que souvent, même si je négocie un peu les devis, je négocie pas trop parce que j'aime que les travaux soient bien faits. Bien sûr. Et d'être méticuleux derrière. Alors si tu tires trop les prix vers le bas, t'as ce que t'as. C'est clair. Ok, prochaine question, on continue. Est-ce que tu as une pépite à recommander
une chose que tu as appris et qui t'a fait apparaître la réalité, le soleil, la lumière concernant les investissements immobiliers? En fait, c'est souvent les gens ont peur de ne pas pouvoir investir ou que la banque ne les suive pas. Ouais. Ce que j'aime bien faire, moi, et j'en ai parlé plus tôt dans le podcast, c'est juste aller voir la banque et dire j'ai signé un compromis, même si c'est pas vrai, avec tous les éléments. Et en fait, parler avec des banquiers, savoir comment ça se passe le crédit bancaire, pour pouvoir anticiper. Et ça veut dire, moi je connais votre métier, je sais comment ça se passe, je sais que vous pouvez faire la demande à l'organisme de financement, où est-ce que vous avez ce pouvoir de délégation-là, votre pouvoir de délégation va jusqu'à combien, pour savoir. Et quand on sait tout ça, le banquier se dit, il connaît, je peux pas le berner, je peux pas lui raconter ce que je veux. Et quand on arrive avec un dossier en mode, j'ai signé un compromis pour cet appartement-là, les chiffres c'est ça, voilà comment je vais faire, est-ce qu'on peut faire, j'ai signé un compromis, il me faut vite le truc. Et là, on a vite l'accord. Et du coup, moi, j'ai mes crédits en amont, en fait. Ouais, bien sûr. Parce que ça préparé, anticipé en amont. Et là, on revient. Avoir accès à l'information, c'est un pouvoir qui ouvre des portes de manière très puissante, premièrement. Deuxièmement, tu anticipes le truc et tu sais exactement, tu vas trouver les biens qui correspondent à ce que t'as dit le banquier. Exactement. Et nous, on voit des erreurs. On arrive, on définit une capacité de financement et certains membres trouvent le bien 4 mois plus tard. Malheureusement, la capacité de financement avec des taux qui augmentent tous les mois, elle a changé. Et si on n'a pas le projet adapté à la capacité de financement à l'instant T, ben, on part de zéro, ça passe pas, ça bloque. C'est des erreurs qu'on voit souvent. Mais pour moi, la pépite, ça serait de savoir que ça fonctionne comment la banque. C'est quoi le pouvoir de délégation du banquier, qu'est-ce qu'il peut faire, même si le compromis n'est pas signé, et tout ça. Et quel type de banque aller voir, des régionales, des nationales. Exactement. Et anticiper ce travail-là de préparation et pas se retrouver sur le fait accompli en disant j'ai ce bien, est-ce que vous me financez quoi? Mais moi maintenant, quand je discute avec mon banquier, je lui posais la question, vous avez quoi comme pouvoir de délégation sur moi? Je sais ce que je vais pouvoir faire. Tout à fait. Et avoir une bonne relation avec son banquier, c'est-à-dire que moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma banquière qui était au lycée avec moi. Parce que les conseillers changent tous les 2, 3, 4 ans. Ce qui est dommage, c'est quand tu crées un vrai lien avec ton conseiller que ça change. Et là, j'étais dégoûté que mon conseiller parte. Et la nouvelle, je me dis, on n'était pas au lycée ensemble? Si. Incroyable. C'est clair. Incroyable. Et pas hésiter à demander à parler au directeur de la banque. Et moi, je demande souvent de parler je veux parler au directeur. Pourquoi? Faire connaissance. Et là, c'est pour ça qu'on en revient vraiment à avoir cet aplomb et ce charisme que, quelque part, il est difficile de concevoir lorsqu'on n'est pas entrepreneur, lorsqu'on n'a pas une capacité de leader fortement développée. Nous, on le voit dans nos programmes. Faites des offres, allez-y, négociez, dites ça aux banquiers, dites ça aux artisans. Et souvent, par manque de confiance ou d'expérience, les personnes n'osent pas le faire. Et c'est dommage parce qu'il y a des portes qui se ferment et c'est l'autre personne qui a le pouvoir parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Du coup, ma dernière question, sur soi. Ma dernière question, ce serait quoi ton conseil justement pour que les personnes investissent dans l'immobilier ou développent leur vie de manière entrepreneuriale en étant alignés justement et qu'ils avancent vers une situation plus épanouissante, plus meilleure en IMO? Je vais leur donner un conseil que je donne à tous les hommes, c'est aller regarder sur internet ce que c'est la pyramide de Dilts, D-I-L-T-S. Si vous avez envie d'avoir une vie différente de ce que vous avez, vous devez vous comporter comme la personne que vous avez envie d'être, même si vous ne l'êtes pas encore, et avoir toutes ces croyances, ces aptitudes, ces capacités, ces comportements. C'est-à-dire Cristiano Ronaldo, Francis Ngannou, Conor McGregor, tout ça, Zlatan Ibrahimovic, ils ne sont pas devenus champions par hasard. C'est parce qu'ils avaient l'attitude de champion, qui sont devenus champions. Et c'est juste vos sens physiques qui l'expérimenteront en dernier quand vous serez le cul dans votre belle baraque, mais parce que vous êtes comporté comme la personne qui voulait cette belle maison-là. Exactement. Et se comporter avec les actions, les décisions que vous prendrez quelques années plus tard ou le moment où vous aurez accès aux résultats. Il faut se comporter comme le leader qui a accès aux résultats se comportera à l'instant T, malheureusement. C'est aujourd'hui qu'il faut se comporter. Comment est-ce que demain vous aurez le résultat que vous souhaitez avoir? Donc prendre des décisions adaptées à ça. Surtout en fait, c'est si dans son futur on agit comme dans son présent et son passé, alors dans son futur on va faire que recréer du passé. Tout à fait. Et Julien Musi, pour le citer, qui nous avait dit lors de la première immersion du Mastermind, avait dit si vous prenez vos décisions d'entrepreneur aujourd'hui pour avoir des résultats dans un an, et pas vos décisions comme celui qui a déjà les résultats, alors dans un an, vous aurez les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, je ne faisais pas encore 1 million avec ma boîte. J'ai pris mes décisions comme quelqu'un qui gagnait déjà 1 million. Ça fait peur, mais ça permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est clair.
Ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Et la deuxième chose que je pourrais dire, c'est que les gens se trompent sur 2 ressources dans la vie. Dans la vie, il y a 2 ressources. Il y a l'argent et il y a le temps. L'argent, c'est un flux transactionnel. On donne de l'argent pour recevoir quelque chose. Une formation, je sais pas, un sandwich, peu importe. Un salaire. C'est 5, 10, 15, 500 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros qu'on pourrait investir sur nous. On pourra toujours les récupérer sur une plus-value immobilière, en négociant une augmentation de salaire, en faisant de l'achat-revente de voitures, enfin je sais pas, en développant un business. On pourra toujours récupérer. Le temps est un stock. Le temps est un stock. Entre 20 ans et 60 ans, on a 14 600 jours. Vous avez quel âge aujourd'hui, vous qui regardez ce podcast-là? Il vous reste combien de temps avant 60 ans? Et combien il vous reste d'été à vivre? Et chaque jour qui passe est perdu. Tu ne le récupéreras jamais. Quand tu as compris que le temps était un stock, et tu sais, il y en a plein qui se disent non, mais plus tard, on verra ça. Non, mais là, c'est 1 année, 2 années, 5 années, 10 années que tu as perdu. Absolument. Tu aurais investi il y a 10 ans, ton bien, tu aurais remboursé 10 ans de capital. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas un moment idéal. Il y a toujours une promotion qui va arriver, une situation familiale compliquée, un nouvel enfant, un nouveau job. En réalité, à cause de ça, c'est des excuses. On se cherche. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et le temps passe, on n'investit pas, on ne rembourse pas de capital, on ne fait pas de cash flow, on ne s'enrichit pas. Je vais dire un truc, donc, je suis chef d'entreprise, ok, j'ai des apparts, j'investis dans ma RP, là je gère les travaux, ça fait que je me défocus de ma boîte. J'achète 2 studios, mais j'ai hésité à les acheter ces studios. Je me suis dit, oh là là, je me remets dans des travaux. C'est des petites surfaces, c'est pas grand chose, mais je me suis dit, c'est dur. Des fois, je dors mal la nuit parce que je pense aux travaux, je pense à ma boîte, il faut faire des ventes. J'ai mes équipes, mes salariés à gérer, j'ai des salaires à payer et tout, donc ça me fait quand même stresser. Puis je me suis dit, non, mais Clément, allez, c'est 3 mois un peu difficiles encore pour les travaux, mais jamais tu en retrouveras des biens comme ça. Si tu les laisses passer sur le marché, je me suis dit, allez, jusqu'à février-mars, ça va être un peu compliqué, mais après, je souffle. Tu vois? Mais tu sais, des fois, c'est 6 mois compliqués. Ouais, c'est de remettre dans le contexte que c'est pas à vie, c'est pendant un certain temps où il y aura une charge mentale un peu plus complexe. C'est comme trouver un bien, ça prend un peu plus de travail, mais c'est pas à vie. C'est pas en 3 mois, on va effectivement faire quelques visites, quelques offres. Mais derrière, à mettre en perspective avec la valeur ajoutée sur le long terme que ça va générer. Moi, je vois, et comme le long terme, j'ai pu le palper avec la revente de mon premier bien. Je me dis, mais. Tu sais que ça, le jeu en vaut la chandelle 1000 fois. C'est clair. Même si c'est difficile. Tu sais, si je prépare une compétition sportive, là, et j'ai la compète ce samedi 11 novembre, là, à CrossFit. Paris. Ouais, de l'Irox. Okay. Voilà, c'est un dérivé du CrossFit. Et j'ai fait 2 mois et demi de préparation. C'est dur, tu vois, mais je sais pourquoi. J'allais te dire cet après, on va au CrossFit, là, tu vas me mettre une. J'ai rendez-vous avec après. Ouais, là, vu comment je suis préparé. Là, je t'avais déjà impressionné au Mastermind ScaleX à Marseille. Là, je suis en pleine forme. Là. Bon, ok. Est-ce que pour terminer ce podcast, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais partager à nos auditeurs? Est-ce qu'être un bon séducteur, ça permet d'être un bon négociateur? Tu veux que je donne la réponse ou tu laisses développer la réponse? Ouais, je peux développer la réponse. Vas-y, je t'écoute. Moi, je pense que quand on sait ce qu'on vaut à l'intérieur de soi, que ce soit dans le milieu professionnel, avec les hommes ou avec les femmes, dans ce qu'on aime, ça permet beaucoup de choses. Moi, je termine sur cette anecdote-là. Sur la maison que j'ai achetée, elle était à vendre 425 000 euros. Ils avaient eu un refus, elle avait été bloquée pendant 6 mois. Ils n'ont pas eu le crédit, les premiers acheteurs. Donc, elle a été remise en vente. Moi, j'avais cette info-là, c'était sur divorce. J'ai dit à l'agent immobilier, je vais être très agressif dans la proposition pour préparer. Tout à fait. Voilà, parce que je m'en foutais d'acheter la maison. Parce que je n'ai pas acheté une maison coup de cœur. J'ai acheté des maths. J'ai acheté des chiffres. C'est une maison qui me plaît. Hein. Acheter d'un point de vue investissement rentable, sous le prix du marché. Voilà, j'ai acheté en dessous du prix marché. J'ai fait une proposition à 360. On s'est entendu à 370, plus frais d'argent, donc j'ai fait une belle négo, tu vois. Et voilà, et parce que je sais ce que je vaux. Et j'avais confiance à ma capacité à retrouver un autre bien, parce que je sais que sur le marché, il y a plein de biens. Et quand on met trop d'émotions, c'est comme dans une relation sentimentale. Quand on met trop d'émotions, on se fait friendzoner, ou alors ça tombe à l'eau. Et quand on met trop d'émotions dans un achat immobilier, on va accepter des conditions qui, par rapport à ce qui serait vraiment viable, ne sont pas viables. Et c'est là qu'on perd de l'argent. Et qu'on fait des erreurs. Voilà. Ça, la plus grosse difficulté pour moi, c'est la gestion des émotions, l'émotionnel, que ce soit sur l'IMO ou la partie entrepreneuriale, ou même des fois dans la vie, sur le couple, les relations. Voilà, apprendre à maîtriser ses émotions, c'est apprendre à se connaître, à identifier ce qu'on ressent et savoir comment réagir selon la situation, selon l'émotion. C'est une véritable force. Ouais, voilà. Et comprendre que
faut pas acheter sous émotion. Ouais, non, c'est clair. Il ne faut pas prendre de décision sous émotion. Ouais. Merci beaucoup. C'était une superbe conclusion. J'ai adoré ce podcast. J'ai adoré moi aussi. Merci de m'avoir invité. Un plaisir. Et tu nous donneras tes liens si les personnes veulent le retrouver et se former du coup sur la séduction, sur le coaching. S'ils recherchent un peu, ils tapent Clément Rodriguez sur Google, ils vont tomber sur moi. Sur Instagram, c'est mieux Monsieur Match. Ouais. Et sur YouTube et mon blog, c'est Mon Coaching Séduction. Et surtout dans la vie, je sais pas où on me verra, mais ayez la gagne. Super, merci beaucoup Clément. Merci, à bientôt. À bientôt.